D'être sur RTI2, nous sommes le mardi 2 août 2 septembre. Attention, on ne va pas reculer. Nous sommes le mardi 2 septembre 2014. Vous suivez le deuxième numéro de On garde le contact du mois de septembre. Les habitués le savent désormais. On fait un tableau récapitulatif des temps forts qui ont marqué le programme durant le mois écoulé. C'était le mois d'août, un mois riche en événements, un mois riche en sujets, un mois riche en rebondissements également. Les chroniqueurs et les invités ont donné le meilleur d'eux-mêmes, vous l'avez constaté. Aujourd'hui, on passera les temps forts de leur réaction. On est passé par tous les sujets. On est passé par le loisir sur le continent africain, le tourisme et aussi les épidémies, sans oublier ce qui fait l'actualité aujourd'hui, c'est la maladie à virus Ebola. Les conséquences sont nettes et aussi les mesures de prévention se succèdent selon qu'on soit en Côte d'Ivoire ou partout ailleurs dans le monde. Les chroniqueurs nous donnent des clés pour pouvoir sortir de ce fléau-là, de cette épidémie, sans grand heurt. Et vous avez toute la latitude de les écouter, mais aussi de réagir via le téléphone 22 42 54 et aussi via Internet, facebook.com/on garde les contacts. Bienvenue. On garde le contact. Cette semaine, récapitulatif août 2014. Lundi et mardi. Le tourisme en Afrique, ses difficultés et ses bienfaits. Le renforcement de l'activité touristique peut-il réduire la fuite des capitaux et l'exode en période de vacances? Épidémie. Impact économique des épidémies dans les pays en voie de développement. Ruser avec les mesures préventives peut-on accélérer la propagation? Maladie à virus Ebola. Obstacles supplémentaires aux échanges entre États africains. Échanges commerciaux inter-États-africains. Y a-t-il plus à gagner qu'à perdre? Mercredi. Le métissage culturel entre l'Afrique et le reste du monde porte-t-il fruit? Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Pour avoir la parole, vous avez le choix entre les sujets qui ont été proposés durant le mois d'août 2014. Alors, on fait le tableau récapitulatif. Si vous vous sentez à l'aise avec le tourisme sur le continent africain, ses difficultés et ses bienfaits, vous pouvez nous appeler. Ou encore, si vous vous sentez à l'aise dans les conséquences des épidémies sur le continent africain ou les pays en développement, ce sujet-là pourra être traité par vous et nous via le téléphone et via Facebook. Et enfin, si vous vous sentez à l'aise dans l'épidémie ou encore dans les mesures préventives concernant la maladie à virus Ebola, vous pouvez tout le temps nous appeler pour donner votre opinion sur le sujet, vos inquiétudes, vos attentes, mais aussi tout ce qui est bon, tout ce qu'il sera bon de savoir sur cette maladie-là. Madame, Messieurs, bienvenue. Les chroniqueurs sont avec nous. Seydina Chérif Ahmed, il est le président de l'Institut des civilisations noires. Bonjour Seydina. Bonjour Mohamed. En face de vous, nous avons Ismaël Diop, qui est promoteur de festival ici en Côte d'Ivoire, ce qui lui permet de tourner beaucoup dans le monde. Donc, il sait beaucoup concernant les sujets qu'on propose ici. C'est pour cette raison qu'il nous est utile. Diop, bonjour. Bonjour Mohamed. Patrick Ndiakan, c'est la connexion sur la toile, ça va bien? Oui, bonjour Mohamed, bonjour aux téléspectateurs et bonjour aux internautes. L'adresse www.facebook.com/on garde les contacts, les réactions sont nombreuses. Les internautes ont le choix entre les 3 sujets proposés durant le mois d'août 2014. On a fait la synthèse et ils pourront confirmer ou infirmer des choses ou compléter des informations qui ont été données ici. C'est là toute l'utilité des best-of concernant ce programme. On n'oublie surtout pas que des partenaires seront avec nous. Il est déjà là d'ailleurs, le révérend général Makosso. Bonjour, Bonjour révérend. Mohamed. Ça va bien? Super bien. Merci d'être en notre compagnie aujourd'hui. On souhaiterait commencer par vous déjà. Si on vous demandait de choisir entre les 3 sujets, vous vous sentez à l'aise avec lequel des sujets? Je pense que Le tourisme sur le continent africain, les épidémies, les impacts sur les pays en voie de développement et enfin la maladie à virus Ebola. moi, je pense que je serais plus à l'aise sur les virus et l'impact pour la simple raison que du simple fait qu'on déclare une nation, je pourrais le dire un pays à risque,
même si l'épidémie qui existe dans ce pays, le problème est résolu, le pays en a au moins pour 3 ou 4 ans pour se relever. Parce que pour éviter, même au cas où les gens éviteront ce pays. Donc ça a un impact désastreux immense sur le pays. Et une opinion sur le cloisonnement de certains pays, la fermeture de certaines frontières. Est-ce que ça met en mal la solidarité africaine? Est-ce que ça met cette solidarité à rude épreuve? Ça met en mal parce que j'aurais souhaité que ces pays essayent de lever des fonds pour essayer de soutenir le pays. Et puis deuxième des choses, lorsqu'on dit un pays, par exemple, il y a une épidémie, il ne faudrait pas généraliser. La Côte d'Ivoire fait 322 000 km². S'il existe un problème à Korogo, le problème n'existe pas à Abidjan. Mais lorsqu'on prend le soin de fermer toutes nos frontières à ce pays, sur le plan de la solidarité, je dis, mais écoute mon ami, n'oublie pas que dans ton pays, à un moment donné, il y a eu la guerre et j'ai reçu tes personnes. C'est pire même qu'une épidémie. Et on est parfois vertement critiqué dans certaines colonnes de certaines presses. Là où il y a des libres opinions, je pense que vous dites vrai, mais la solution est en train d'être trouvée. Des couloirs humanitaires sont en train d'être créés en lieu et place de la fermeture des frontières. Je pense qu'il s'agit de mesures intéressantes. Il faut désenclaver les pays, il faut alléger les conditions. Voilà. Il faut moins faire peur aux gens et je pense que c'est ce qui est en train de se passer. C'est le plus important. Voilà, merci. Révérend Général, on vous a mis en contribution. À présent, on vous écoute. Alors, vous parlez aujourd'hui des séminaires de formation, des pasteurs comme toujours, bien entendu. Tout le temps, moi-même, nous avons l'archevêque Okassi Dazito, qui est le guide spirituel des églises protestantes évangéliques, à un fardeau. Voir des pasteurs en Côte d'Ivoire avec des personnes équilibrées. Nous avons terminé une grande veillée le vendredi dernier au niveau de l'église évangélique, la bénédiction, les signes de guérison, des signes de révélation étaient tellement que nous sommes obligés de reconduire les mêmes orateurs qui ont intervenu à la veillée pour ce mercredi. C'est-à-dire, nous avons déplacé un homme de Dieu spécialement de la France, le révérend Josué Mbakata, qui est arrivé de la France spécialement par rapport aux différents programmes en Côte d'Ivoire. Nous avons le prophète Fernand Yodé, que nous appelons dans notre jargon le voyant. Il y a un témoignage qui, le vendredi dernier, nous a marqué. Une femme vient avec son fils qui est sourd et muet. L'homme de Dieu la regarde et voit une jeune fille qui est à la 3e place d'elle. Il dit, mais pourquoi en vous voyant maman, je vois qu'il y a un lien de sang entre vous et la jeune fille qui est là. Elle dit, effectivement, c'est ma fille. Il dit, vous avez 2 filles. Mais je ne sais pas entre la première et la deuxième qui est la plus grande. Il dit, en effet, ce sont des jumelles. Il y a des personnes dans ce pays que Dieu utilise d'une façon extraordinaire. Ce sont des dons que Dieu donne par sa grâce. Et ce mercredi, demain, à partir de 9 h au niveau de l'église évangélique, la bénédiction se tombe pendant le soin encore d'intervenir, de donner un message assez fort, assez spécial. Nous sommes dans le 9e mois et l'homme de Dieu a demandé à ce que toutes les femmes qui n'arrivent pas à enfanter puissent venir, puisque c'est dans le 9e mois qu'on enfante. Nous allons prier spécialement pour toutes ces femmes. Ceux qui ont des affaires bloquées, l'homme de Dieu José Mbakata, qui est arrivé de la France, est un homme exceptionnel dans le domaine des prières, des déblocages financiers. Et demain, à partir de 9 h, c'est un événement à ne manquer sous aucun prétexte. L'archevêque Assidazito a exigé à ce que je puisse présenter et dit à tous les hommes de Dieu, même ceux qui souvent sont occupés les mercredis pour les réceptions, de faire un effort, car demain il a une communication assez importante à véhiculer aux hommes de Dieu. Ce sont des informations dans notre jargon qu'on ne peut pas donner aux différentes à l'antenne et autres. Plusieurs pasteurs déjà identifiés ont reçu les SMS. Demain, c'est en dehors de l'assemblée, plutôt du séminaire, il y aura une petite assemblée générale où l'archevêque plénipotentiaire Kassi Dazito prendra le soin de s'adresser aux pasteurs dans un message assez spécial vis-à-vis de plusieurs informations et des préparatifs des rencontres que nous avons avec plusieurs autorités. Il prendra le soin de faire passer le message. Mais demain, les malades, ceux qui traversent des moments difficiles, tous ceux qui ont des blocages financiers, vous entreprenez, à chaque fois il y a quelque chose qui ne va pas. Demain, à partir de 9 h, un voyant et un homme de Dieu, le révérend Josué Mbakata, venu de la France, interviendront. Et je vous garantis que des choses extraordinaires vont se produire demain à partir de 9 h à l'église évangélique de la bénédiction aux 220 logements. Il y a un seul contact qui est le mien, qui est le 04 68 40 40. Merci. Le 04 68 40 40. Demain, rendez-vous à partir de 9 h à Djamé, 220 logements, église de la bénédiction. Révérend Général Makosso, on vous a mis à contribution. Votre message est passé. Tous les mercredis, il y a de l'activité du côté de l'église de la bénédiction d'Adjamé. Vous ne faites plus la précision. L'église est climatisée, vous le dites. C'est une église climatisée. Ouais. Donc toutes les conditions sont mises parce que nous venons pour que les héros deviennent des héros et que l'esclave devienne un roi. Donc il faut les mettre dans les conditions où lorsque tu entres, tu peux être influencé. Voilà, et aussi, Makosso, il a fait de la reconnaissance des jumeaux un don particulier. Reconnaître des jumeaux, l'homme de Dieu a reconnu des jumeaux. Je pense qu'on peut tous reconnaître des jumeaux à distance. Non, la deuxième, la sœur n'était pas là. Mais il dit, lorsque je la vois, je vois qu'elle a une sœur. Ah, d'accord. Et que entre elle et sa sœur, je ne sais qui est la grande sœur. Elle m'a dit non, c'est des jumelles. Lui,
Mohamed, je te garantis, c'est un homme qui fait peur. Merci. Sur le plan des révélations avec des précisions de taille. Merci beaucoup. La suite avec Fatou. Les brèves, Patrick Ndiakan, avec vous, on va s'intéresser aux résultats du BTS 2014. On avance, on recule avec le BTS, on progresse, on régresse en termes de pourcentage. En termes de pourcentage, on régresse, Mohamed, parce que comparé à celui de l'année dernière, qui s'élevait à 54,78% de taux d'admission au BTS, cette année, on retient que nous avons un taux de 23% d'admis au BTS. Il y a une nette régression de la part de nos candidats. On espère qu'ils vont apporter des améliorations, surtout au niveau des étudiants, pour que nous puissions retrouver un taux, je dirais, très intéressant l'année prochaine, c'est-à-dire en 2015. D'accord, on marque la pause avec vous pour recevoir, signaler la présence de Aristide Nkenda. Bonjour Aristide. Voilà, on signale votre présence parce que tout à l'heure, Seydina aura la parole concernant les résultats d'examen. Seydina a fait une analyse et une remarque qu'on trouve pertinente. Il trouve que plus on se rapproche des secteurs d'activité, plus on se rapproche de l'emploi, moins les résultats sont reluisants. Et selon lui, c'est fait exprès, c'est calculé, ce n'est pas fortuit tout ça. Au CP, on a eu 80%, au BPC, on était aux alentours de 50%. Au bac, on descend et au BTS aujourd'hui, 23%, on va décrescendo. Alors, Seydina, vraiment, ça peut être une coïncidence, mais ça ressemble à une analyse qui se rapproche de la réalité. C'est plutôt la réalité. Ce n'est pas mon souhait, parce qu'en réalité, je pense que si on a au CP 80%, on devrait avoir aussi au BTS 80%. Ça veut dire que ça va démontrer que nous avons beaucoup d'emplois à donner aux uns et aux autres. Mais je pense que l'Afrique peut se réveiller si l'Afrique essaie de prendre en compte certaines valeurs que nous avons. Parce que ces valeurs sont restées pour compte, sont laissées pour compte. Et moi je souhaitais vivement qu'on puisse les introduire dans nos systèmes scolaires. Parce que je le dis toujours, on est pauvre parce qu'on a beaucoup à faire. Il y a du travail. Et il faut décomplexer les uns et les autres. Il faut pouvoir insérer ces métiers dans nos systèmes scolaires pour que celui qui a son BTS en communication, celui qui a son BTS en électronique ou en informatique ou en menuiserie, ou même en composition de chansons, parce qu'il y a ça aussi en Europe, il y a des gens qui sont de métiers compositeurs, auteurs-compositeurs, et tout le monde vit. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à cela. Il faut qu'on puisse vraiment permettre à l'épanouissement, il faut qu'on puisse permettre aux jeunes de pouvoir mieux s'épanouir quand ils vont à l'école, pour qu'ils puissent vraiment avoir de l'emploi. Voilà, c'était Seydina sur les résultats du BTS. Tout à l'heure, la parole sera donnée à Aristide Nkenda et les autres chroniqueurs ici en plateau. Mais en attendant, les vacances vont vers leur fin, la rentrée est proche et pour marquer cela, l'une des émissions des vacances de la RTI est déjà à sa finale. Il s'agit de Wozo Vacances avec Tata Naomi, un calendrier bien respecté et bien taillé parce qu'elle rend les clés dès demain. Elle est avec nous, Naomi. Bonjour, Naomi. Bonjour Mohamed, bonjour à tous les consultants sur le plateau et bonjour aux téléspectateurs. Merci d'être avec nous. Vous êtes à la veille d'un jour très important. Et la première remarque que l'on fait déjà, c'est que vous avez été respectueuse du calendrier qui vous a été donné parce que vous rendez les clés demain, c'est bien avant la rentrée scolaire. Exactement, et c'est le travail de toute une équipe chapeautée par Yolande Poidio qui est la productrice de Ozo Vacances 2014, Maurice Diomondé qui est le réalisateur et tous les assistants autour. Par la grâce de Dieu, les choses se sont bien passées et la finale se fera pour demain à partir de 14h. Voilà. Comment est-ce qu'on prépare cette finale-là? On sent que dans tous les foyers, les enfants sont fans ou encore les enfants adorent Tata Naomi et les animaux qui sont sur la scène avec elle. Les grands également sont très fans de ces animaux-là. Alors, comment est-ce que ça se prépare? Quelle couleur il sera donné de voir demain à cette finale de Wozo 2014? Alors, on essaie de garder notre calme en équipe, tout en demandant à Dieu de nous inspirer. C'est vrai qu'on a participé à des répétitions
avec les animaux de catastrophe, bien sûr, et on a quelques petites notes de surprise qui vont intervenir demain. Permettez-moi de ne pas tout vous dévoiler maintenant, et pour ceux qui n'ont pas eu les tickets, vous pourrez suivre la finale sur RCI 1 de 14h à 18h. Nous vous promettons un show époustouflant, un spectacle inoubliable, afin qu'on puisse garder un très bon souvenir des vacances 2014 en Côte d'Ivoire avant de prendre la route pour l'école le 15 septembre. Très bien. La mise en place est prévue pour quelle heure, Naomi? Pardon? La mise en place. Alors, c'est depuis le matin. À quelle heure il faut venir pour Nous attendons les enfants autour de 7 heures. Parce que vers 8h30, on va ouvrir les portes et puis les enfants pourront s'installer. Parce qu'avant, aux vacances même qui est proposé à la télévision, il y a un grand show avec des artistes, avec le sponsor, le partenaire, et les enfants prennent le temps de participer à des jeux avant même que l'émission ne commence à 14h. Est-ce qu'on peut avoir l'identité des finalistes, si ce n'est trop demandé? Quels sont les groupes? Le nom des finalistes? Oui, les finalistes. Oui, alors on attendait ce groupe, mais il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé lors de la deuxième demi-finale. On a eu quatre groupes qui sont passés. Donc il y a eu des troisièmes ex-aequo. Et puisqu'on a un métier de justice avec nous, il a été décrété avec les membres du jury qu'on était obligé de prendre les 4 groupes, c'est-à-dire le premier, le deuxième, le troisième et le troisième ex-aequo de la deuxième demi-finale. D'accord. Ce qui fait qu'on se retrouve à 7 groupes. Permettez-moi de vous dire les noms maintenant. Non-Loctar de Péguelon, Benkadito de Trècheville, les petits Hachons de Marcory, Yesumba de Mbayakro, les Stars Pro, les enfants pâtissiers de la belle cité de Béouni, et la nouvelle génération de Doropo. Merci Naomi, bonne finale à vous et salut à toute l'équipe. Hein. Bravo déjà. Merci et merci de garder le contact avec Ozo. Merci. Merci beaucoup. Finale Ozo Vacances demain donc du côté du Palais des Sports de Trècheville. C'est la grande finale et la rentrée pointe du nez. Bravo déjà à tous ceux qui ont contribué au succès de cette édition et aussi bravo à tous les groupes qui ont pris de leur temps pour participer à cette compétition lancée par la radiodiffusion télévision ivoirienne. Merci, on ferme ce chapitre de finale d'émission des vacances. Aristide voulait dire quelque chose, on va revenir, on va revenir sur les résultats du BTS, 54,68% en 2013. 23% en 2014, on est descendu par rapport à l'année dernière. Seydina faisait un développement tout à l'heure, ce développement qui vous intéresse. Oui, il faut dire, Mohamed, que c'est vrai, le constat est là, c'est qu'il y a une régression à plus de 50%, on peut même dire de moitié. Mais quand Seydina dit que c'est fait exprès, quand on a 80% au CPE et que quand on arrive au niveau où on s'apprête à entrer dans la vie active, les performances ou bien les résultats régressent, mais dans tout son développement, je n'ai senti à aucun moment où il démontre la véracité de ce qu'il dit. Parce qu'il faut pouvoir nous prouver que c'est fait exprès. Alors qu'en réalité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand on est plus jeune, l'enseignement qu'on vous donne, c'est plus accessible et c'est des choses qu'on vous demande de rendre de façon comment je peux dire ça? C'est-à-dire, on vous demande de rendre ce qu'on vous dit, et ça peut être comme des récitations. Alors que quand vous progressez dans l'enseignement, il y a beaucoup plus de matière et beaucoup plus d'enseignants, et on a envie de s'assurer que vous maîtrisez ce que vous apprenez. Et c'est pour ça qu'il y a certains diplômes, même si vous l'avez eu, vous soutenez. Ça peut être une soutenance de mémoire ou une soutenance de thèse. Et c'est pour ça que même pour une thèse, on prend de nombreuses années pour y arriver. C'est pour ça qu'au bout du fil, ce n'est pas tout le monde qui fait une carrière universitaire, ce n'est pas tout le monde qui peut aller très loin dans les études. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y en a qui font une formation professionnelle. Donc je pense que Aristide vient de répondre, il vient de justifier même où j'ai dit qu'on fait exprès. Parce que ce que tu viens de dire comme analyse, est-ce que les États, est-ce que les ministres ne le savent pas? Ils le savent très bien. Ce que tu viens de dire, ils le savent très bien. Quand on sait déjà que, comme tu le dis, à l'école primaire on fait de la récitation et qu'ailleurs, maintenant les matières commencent à venir autres. Mais quand on connaît ce problème, qu'est-ce qu'on fait? On trouve des solutions.
on trouve des solutions pour permettre à tous les enfants d'avoir les mêmes chances. Mais Si on ne trouve pas les solutions, tous les enfants donc, moi, ont les mêmes chances. J'ai le droit de dire que, alors, si on a un problème en face qu'on ne fait pas face, c'est qu'on fait exprès. Mais Mohamed, c'est tellement contradictoire et antinomique ce qu'il raconte. Je ne raconte rien. S'il te plaît, j'aimerais qu'on puisse faire des débats sans vraiment s'insulter, entre guillemets. Mais qui t'a insulté? Non, je ne raconte rien. Je dis ce que je dis. Non, il ne s'agit pas d'injure. Non. Vous faites un constat, c'est que plus on se rapproche... Non, quand on dit... Mais il faut nous le démontrer, que c'est fait exprès. J'ai bien dit depuis le départ que c'est fait exprès. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de débouché. Non, mais Mohamed, ça peut être fait exprès. Alors, je t'explique pourquoi ce n'est pas fait exprès. Ce n'est pas fait exprès parce que c'est une compétition. Nous sommes dans une compétition. Aller à l'école avec ses camarades, c'est une compétition. C'est une Est-ce qu'on ne sait pas que les enfants n'ont pas la même capacité? Si on sait que les enfants n'ont pas la même capacité, alors est-ce que c'est à l'État de donner toutes les capacités? Pourquoi est-ce qu'on dit dans la loi fondamentale que tous les êtres humains naissent égaux? C'est parce qu'on vous donne la même capacité d'aller compétir. Mais dans ta démonstration, on ne nous donne pas la même capacité. On est conscient, tout le monde est conscient que les uns et les autres n'ont pas la même intelligence. Moi, je ne prends pas position, je veux juste faire une petite analyse. Le BTS, quand même, c'est un diplôme professionnel. Et on sait que c'est dans ce domaine-là que l'Afrique peut se développer. On ne comprend pas pourquoi est-ce que 28% du taux de techniciens, c'est ce qu'on a 23, en fin d'année. 23%. C'est grave. Ça veut dire que peut-être que le système, je n'affirme pas, mais je suppose que peut-être que le système n'est pas assez... les gens ne sont pas préparés, ils sont mal formés, parce que c'est les examens qui disent combien de fois on est bien formé ou pas. Normalement, dans un domaine professionnel, à la fin, le résultat de l'enseignement, c'est le résultat des examens. Mais tu dis autre chose. Non, moi, il a dit, il faut qu'on épuise d'abord ce sujet. Oui. Il dit... Moi, je ne m'attaque pas sur ça. Je donne mon analyse. Il faut qu'il nous demande comment est-ce que c'est fait exprès. Alors qu'en réalité, la démonstration que c'est fait exprès. Non, mais c'est pas fait exprès. C'est une démonstration qu'il y a des gens qui vont à l'école. Prenons l'exemple. 100 enfants vont à l'école. Nous savons très bien, en tant que des adultes, que ces 100 enfants n'ont pas la même intelligence. Alors pourquoi ne pas donner les capacités à ces 100 enfants de pouvoir s'exprimer? On leur donne les capacités comment? Dis-nous comment on donne la capacité. Mais j'ai mille fois dit ici. En faisant quoi? Il y a des enfants qui ne réussissent pas forcément dans l'école classique, mais qui peut réussir à la menuiserie, qui peut réussir à l'électronique. Je l'ai dit, mais pourquoi on n'introduit pas à l'école? C'est ce que je dit. On ne peut pas, de la façon... l'Afrique aujourd'hui... En améliorant la qualité de l'enseignement. L'Afrique aujourd'hui a besoin de techniciens. Les examens, excuse-moi. Pour faire un point, il faut envoyer des gens de l'Europe. Les tests d'examen, on ne les invente pas. C'est des choses qu'ils apprennent à l'école. Comment ça se fait? Ils étudient pendant une année. Et c'est 23% du l'Afrique a besoin de techniciens. Moi, je ne critique pas. Je suis très surpris d'un tel raisonnement. Dans tous les pays du monde, quand les gens vont à l'école, tous ne réussissent pas. Il n'y a pas du 100%. On le sait très bien. Il n'y a pas... On est très content, depuis le CEP, on est très content des résultats. On souhaiterait, moi particulièrement, je ne parle pas pour les autres, moi je souhaiterais que dans le domaine professionnel, il faudrait qu'on ait un résultat plus excellent. C'est-à-dire, à partir de l'année prochaine, on se met tous au défi. Je vous dis alors. Moi, je critique pas. L'interprétation que moi je fais. Moi, je critique pas ce que vous dites. C'est une interprétation que je fais. Et la vérité, dans une discussion, la vérité n'appartient à personne. Chacun fait son analyse. Et c'est cette association d'idéologie qui crée la vérité. Mais je veux que quelqu'un qui dit quelque chose puisse démontrer ce qu'il dit. Toi, tu parles de quelle démonstration? Peut-être que là, tu vas... Et moi, mon analyse est très simple. Si le taux a baissé, votre analyse, oui. Si le taux a baissé, c'est que il y a une rigueur qui s'installe et on ne laisse plus passer tout le monde dans les mailles. Il y a deux options. Soit, comme il a dit, la formation est en baisse, et ce qui m'étonnerait. Donc il n'y a pas de rigueur au CP, au bac, il n'y a pas de rigueur. Non, mais je te dis que quand on arrive au supérieur, ce n'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau d'enseignement. Quand on arrive au supérieur, quand tu as l'enseignement supérieur là. Mais ça c'est clair. Aristide, ce qu'on demande, c'est qu'au supérieur, il y ait plus d'admis. Quand je dis plus d'admis, il faut de la rigueur dans l'enseignement, il faut que ça rentre. Au moins 50% des personnes qui vont à la recherche de la connaissance. Parce que ce résultat-là, c'est comparatif. C'est-à-dire c'est le fruit du travail de toute une année. Si on accuse l'étudiant de sa faiblesse,
c'est que la méthodologie d'enseignement a problème. Pas forcément. Pas forcément. Écoutez, Pas si forcément. le taux justifie, si on était à 50%, on aurait dit c'est raisonnable. Ça veut dire qu'il y a peut-être 50% de personnes qui n'ont pas compris comment ils ont donné le cours toute l'année. Je te pose une question. L'enfant qui va à l'examen, les performances incombent à qui? À l'enseignant ou bien à lui-même ses propres performances? C'est lui-même. Donc si tu échoues un examen, c'est d'abord toi. L'enfant a été chargé comment? Ça dépend. L'enfant va avec quel bagage? Les autres qui ont réussi, ils ont été chargés comment? Et ceux qui ont été chargés, Dans les années 60, on avait besoin d'administrateurs. On a besoin d'administrateurs. On ne fait pas une panoplie de cours. Et Diop, ce que je voulais dire, ce qui est triste, on facilite les choses. Dans les années 60, on a besoin d'administrateurs. Aujourd'hui, on a besoin de techniciens. Alors, si le BTS qui est un diplôme technicien, bien formé. Bien sûr, quand on dit on a besoin d'un technicien, c'est bien formé. Tu n'as pas la moyenne de te donner le diplôme. C'est pour ça que oui. Monsieur Sédian, s'il vous plaît, vous avez longtemps décrié sur ce plateau le comportement de la jeunesse d'aujourd'hui, dû au fait qu'ils ont du mal à se concentrer un peu plus sur la prise au sérieux de leurs études. Est-ce que ce n'est pas aussi le reflet de ce manque de sérieux que nous voyons dans les résultats aujourd'hui dans le BTS? Oui, pour dire quoi? Il est plus facile d'encadrer les enfants que d'encadrer des adolescents, par exemple. Parce que ces jeunes qui composent pendant le BTS sont plus aptes à fréquenter les bars et les boîtes de nuit. Est-ce que ça aussi, ça ne reflète pas négativement sur ces jeunes? Très intelligent. Ça peut être une des conséquences. D'accord, l'enseignement peut être bien dispensé et je veux dire, l'élève ou l'étudiant doit avoir la capacité de restituer voilà, ce qu'on lui a donné comme enseignement. Bon, permettez qu'on... Moi, jusqu'à preuve du contraire, s'il te plaît, une minute, jusqu'à preuve du contraire, moi je ne juge ni les enseignants, je dis seulement le système. Je souhaiterais qu'on puisse introduire d'autres activités dans le système scolaire pour qu'on puisse avoir beaucoup de techniciens parce que l'Afrique en a besoin. En attendant, on va retenir que l'année dernière, on a fait mieux, 54,78% et cette année, 23%. BTS 2014. On va féliciter tous ceux qui ont pu décrocher ce diplôme-là et souhaiter la bonne chance aux autres. Hein. Ne vous laissez pas abattre. Une vie bien remplie n'est faite que de problèmes de ce genre. C'est en le résolvant qu'on prouve voilà, qu'on peut avoir le dernier mot. La suite sur ce programme, il s'agit d'un document qui nous sera présenté par Patrick parce que la maladie à virus Ebola s'est invitée dans tous les débats, y compris sur ce plateau. Les mesures préventives en Côte d'Ivoire ici se succèdent et ça a attiré votre attention par exemple. Oui, Mohamed, ça a attiré forcément notre attention, il faut le dire, parce que les populations ivoiriennes respectent tellement les mesures préventives communiquées par l'État que nous allons constater bien sûr que les commerçants dans le domaine de la restauration s'en plaignent, mais c'est pour la bonne cause. En tout cas, vous allez en savoir plus à travers cet élément du JT de RTI1. Nous sommes à Ndotré, un quartier de la commune d'Abobo très célèbre pour ses nombreux restaurants où l'on ne prépare essentiellement que la viande de brousse. Il est 12h30 et les restaurants sont tous clairsemés. Pourtant d'ordinaire, à cette heure précise de la journée, cet endroit grouillait de monde. Aujourd'hui, les choses ont changé. Depuis la mesure du gouvernement interdisant la consommation de la viande de brousse, l'endroit est peu fréquenté. À la cuisine, la viande de brousse a été remplacée par la viande de bœuf et le poisson. Nous, on ne vend plus la viande de brousse. Maintenant, on a remplacé par le cabri, pentade, poulet africain, escargot, poisson. Les restauratrices soulignent que la rareté des clients a une incidence sur leur chiffre d'affaires. Elles songent même à changer d'activité. Nous sommes prêts à ne pas préparer parce que on ne peut pas défier l'autorité. On dit c'est la viande de brousse, on vient manger. Et il faut que les clients même viennent pour savoir qu'il n'y a plus. Ils ne viennent même pas. Les quelques clients qui fréquentent encore les lieux précisent qu'ils y viennent encore par simple habitude. On vient par rapport à la nostalgie du passé. Sinon, plus ce qu'on avait à manger ici, aujourd'hui c'est devenu un peu comme la maison. Hein. Quand on vient, c'est les poissons, les poulets et autres qu'on mange. Riviera, route de Benjaville, celui également populaire du district d'Abidjan, n'est pas mieux loti. Depuis le problème de viande est venu, on n'a plus rien. Vous voyez le coin, il n'y a personne. L'initiateur de cette visite terrain, le président de l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation ARMA, a pu constater que les restaurateurs respectent les mesures du gouvernement. Les restaurateurs ne seront pas le canal par lequel passera cette maladie. Nous disons et nous confirmons zéro Ebola par les restaurateurs. Nous ferons tout ce qui est dans notre pouvoir afin que
cette maladie ne puisse pas sévir en Côte d'Ivoire. Au cours de cette visite surprise, le président de l'AMA s'est également rendu à la locodrome de Cocody. Pour améliorer les conditions d'hygiène dans cet espace, il a proposé que la locodrome soit fermée pour des travaux de réhabilitation. Voilà, vous venez de voir cet élément. Nous constatons le changement d'habitude alimentaire effectué par les consommateurs. C'est de fort belle manière parce qu'il faut tous s'y mettre pour ne pas que le virus d'Ebola puisse gagner notre territoire ivoirien. Ouais, ce n'est pas sans conséquence aussi sur le rendement, hein, sur les entrées. Hein, l'impact économique se voit là tout de suite. Parce que moins de clients, on va finir par ne plus avoir de clients. Je pense que il y va de la responsabilité de tout le monde. Il fallait moins faire peur. Je pense qu'il faut absolument que on regarde cela à la loupe. Il y a un problème que je voulais... Parce que généralement, quand on prend des mesures en Afrique, on n'en voit pas d'autres solutions. Parce que quand on dit aux gens de ne plus manger d'agoutis et autres, c'est très bien. Mais il faut leur proposer du poisson. Mais il y en a... Non, j'ai bien. C'est-à-dire que pour les restaurateurs qui sont là, qu'on vient de voir tout de suite, moi, je pense que ceux qui ont l'organisation, je n'ai pas bien le nom, l'organisation qui allait voir et qui dit que l'Ebola ne passera pas par la restauration, c'est déjà très bien. Mais moi, je souhaiterais que ces organisations comme ça puissent avoir peut-être un partenariat avec des vendeurs comment on appelle ça, des vendeurs de poissons dans les ports, en allant peut-être rendre visite à ces personnes pour pouvoir leur vendre du poisson à un prix bien réduit. Oui, peut-être mieux aider les espaces réputés, vendre la viande de brousse, à faire de la communication, montrer les reconversions dans d'autres genres de mets. Ça c'est vrai. Je pense que c'est un pas qu'ils ont posé. Voilà, il faut absolument... Dans tous les secteurs d'activité, il faudrait que les gens aussi communiquent, parce qu'il faut communiquer avec ses clients. Ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que tout le monde touche à l'argent, mais personne n'accuse Ebola de donner de l'argent. L'argent circule que la nourriture. Mais on dit ça